Bonjour mes chers élèves, on va voir dans cette capsule de vidéo une leçon qui porte le nom des notions sur le filetage. Alors dans cette leçon, on va voir certaines caractéristiques et comment représenter les filetages dans un dessin technique. Alors on va commencer par une problématique, on pose la question suivante. Quelles sont les caractéristiques recherchées pour assembler une pièce filetée avec une autre taraudée? Alors, bien sûr, vous avez ici le nom taraudé. Alors, tout filetage intérieur s'appelle un taraudage et tout filetage extérieur s'appelle un filetage. Alors, pour faire la différence. Alors, deuxième question, c'est comment représenter et coter un filetage ou un taraudage dans un dessin technique. Alors, on a deux choses qu'on va voir ici et ils sont très importants pour cette leçon. C'est les caractéristiques pour faire l'assemblage et pour faire la représentation et la cotation. Les objectifs de cette leçon, premier objectif, c'est identifier un filetage ou un taraudage dans une mise en plan. Deuxième objectif, c'est définir les caractéristiques d'un filetage. Troisième objectif, c'est représenter et coter un filetage ou un taraudage. Alors, les prérequis, c'est-à-dire ce que vous devez savoir à l'avance, c'est la projection des vis dans une mise en plan, identifier et représenter une pièce ou un ensemble en coupe, et connaître les principales règles d'exécution graphique de la cotation. Alors, le savoir associé à ce cours, c'est la représentation des filetages. Alors, comme vous voyez ici, voilà une modélisation de cet assemblage d'une vis avec un écrou en 3D, une représentation en 3D, une représentation dans un plan 2D, mais bien sûr, vous voyez ici la représentation de la vis et de l'écrou. Il est un peu pénible à tracer, mais ce n'est pas la normalisation. La normalisation, c'est ce qu'on va voir après. On va voir les caractéristiques des pièces filetées, des vis, c'est-à-dire toute tige qui possède un filetage extérieur s'appelle filetage. Et le taraudage, c'est tout filetage intérieur dans une pièce s'appelle un taraudage. Et bien sûr, il va représenter l'écrou. Le filetage extérieur va représenter la vis. Le filetage intérieur va représenter un écrou. Alors, on va voir l'assemblage des pièces, comment les représenter, et on va voir comment les coter dans un dessin technique. Alors, les caractéristiques des pièces filetées. Alors, pour assembler une vis avec un écrou, il faut avoir 5 caractéristiques. Première caractéristique, c'est le diamètre nominal. Alors, deuxième caractéristique, c'est le pas. Troisième caractéristique, c'est le nombre de filets. Quatrième caractéristique, c'est le sens de l'hélice. Et cinquième caractéristique, c'est le profil du filet. Alors, vous avez tout ça, il est là. On va le détailler dans les prochains diapos. On va commencer par les diamètres nominaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diamètre nominal? Le diamètre nominal correspond au plus grand diamètre du filetage, qu'on va noter petit d, diamètre petit d, et du taraudage, qu'on va noter grand D. Alors voilà, si on fait le dessin de la vis seule, voilà sa représentation. Le diamètre petit d, c'est ça, mesuré entre les sommets du filetage. Le grand D, c'est-à-dire le diamètre des taraudages, c'est celui-là. La condition primordiale pour faire l'assemblage, c'est avoir petit d égale à grand D. Donc, dans un premier temps, il faut regarder est-ce que les diamètres elles sont égales pour pouvoir faire l'assemblage. Mais ce n'est pas suffisant. On va passer deuxième caractéristique, c'est le pas. Qu'est-ce que c'est que le pas?
Alors, le pas est la distance entre deux sommets consécutifs d'un même filet. Alors, si on prend la représentation que vous avez ici, voilà, le pas, c'est la distance mesurée entre deux sommets consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. La même chose pour le taraudage. Donc, on a vu, première condition, c'est les diamètres nominaux. Deuxième condition, c'est le pas. On passe maintenant à la troisième condition, c'est le nombre de filets. Alors, le nombre de filets aussi, c'est une caractéristique primordiale. Alors, comment différencier entre une seule ou bien plusieurs filets? Alors là, en général, les vis, ils comprennent un seul filet. Mais parfois, on peut rencontrer des vis qui possèdent deux filets ou bien trois filets. Alors, ça dépend de la fonction globale qu'on va, ou bien de la fonction technique assurée par cette vis. Alors, lorsqu'on veut un grand déplacement, avec un minimum de tours, on utilise plusieurs filets. Mais en général, les vis, ils possèdent un seul filet. Alors, vous remarquez cette vis, il possède un seul filet. Celui-là, il possède deux filets. Quatrième condition, c'est le sens de l'hélice. Alors, en maintenant son axe vertical, c'est-à-dire on maintient l'axe de la vis verticale, on observe une vis avec un filetage à droite. C'est le sens courant. Regardez bien, si on prend la vis verticalement, on regarde bien que l'hélice, il se dirige de la gauche vers la droite. On dit que c'est une vis à filet droite. Et c'est le cas courant. Mais il y a parfois des exceptions. On utilise des filetages à gauche. Alors le voilà, vous prenez de la même façon l'axe vertical de la vis et vous voyez que l'hélice, il se dirige de la droite vers la gauche. On dit que c'est une vis à filet à gauche. Voilà. Bien sûr, là, pour serrer la vis, il faut tourner à droite puisque c'est une vis à droite. Pour serrer une vis à filet gauche, il faut tourner à gauche. Dernière caractéristique, c'est le profil du filet. Et bien sûr, il y a des profils différents. Alors, le profil ISO, c'est-à-dire système ISO, alors c'est le plus courant, c'est celui-là que vous voyez dans cette figure. On a le filet, il est triangulaire, mais il y a une troncature. On casse cette pointure de filet. D'accord? Et l'angle formé entre les filets, les profils des filets, c'est 60 degrés. Il y a d'autres types de filets. Filet gaz, le voici, comme vous le voyez ici. Ça, c'est une vis à profiler gaz. Il sert en général pour l'étanchéité. Et il y a les filets trapézoïdales, comme celui-là. Il sert en général pour manœuvrer ou bien transmettre des mouvements avec des efforts importants. Et il y a des filets ronds. Voilà le dessin d'un filet rond. Alors, c'est le plus résistant au choc. Il peut supporter des efforts importants et sa forme arrondie limite le phénomène de concentration de contraintes. Il y a aussi le profilé carré, il n'est pas représenté ici. Donc, pour assembler une vis en général avec un écrou, il faut avoir les 5 conditions que nous avons vues jusqu'à maintenant. On passe maintenant au filetage. On va voir comment obtenir un filetage et comment représenter celui-là.
Alors la réalisation, on va parler de la réalisation, on va parler de la représentation. Alors pour vous donner une idée sur la réalisation, voilà une simulation. Alors vous voyez, on donne le mouvement de rotation à la tige qui n'est pas encore filetée. Et on donne le mouvement de translation à l'outil d'usinage qui va usiner un filet. Alors à la fin, on obtient une vis qui possède un filetage. On peut réaliser cet filetage à la main. Alors, l'outil qu'on utilise souvent, c'est la filière. La filière, c'est ça. Il faut avoir une porte-filière. C'est ça, le porte-filière. Mais bien sûr, c'est utilisé pour des diamètres minimum, c'est-à-dire des faibles diamètres. On pourra arriver à 16 ou bien 18. Mais pour les filetages supérieurs à ça, il faut avoir d'autres machines, d'autres outillages. Alors voilà un exemple comment on peut réaliser le filetage avec la filière. Voilà la filière. Le porte-filière, on monte la filière dans le porte-filière et on va serrer avec des vis. On met la tige qui n'est pas encore filetée dans l'étau et on commence à faire tourner quelques tours jusqu'à arriver à la longueur souhaitée. Voilà. Alors à la fin, on va obtenir un filetage. D'autres éléments de réalisation, vous avez le tournage. Vous voyez, l'outil se déplace et la pièce elle tourne. Donc à la fin, on obtient un filetage. On peut avoir d'autres procédés. Par exemple, celui-là, c'est par pression. On va presser la tige entre deux molettes. Vous voyez la vis, elle est obtenue par pression des deux molettes. On passe à la représentation maintenant. Voilà la vis à représenter dans un dessin technique. On ne va pas le représenter comme ça. Alors, on va le représenter, à la fin, on va le représenter de cette façon-là. Alors, comment on a obtenu cette représentation? Alors, je vais vous montrer la procédure pour avoir à la fin cette représentation d'une vis dans un dessin technique. Alors, vous avez la tige de la vis, ou bien c'est le corps de la vis, la tête de la vis, c'est celui-là. Vous avez la représentation de ça ici. D'accord? Après, on a exécuté ou bien on a réalisé un filetage. Alors, cette filetage doit être représenté dans ce dessin. Alors, si on fait zoomer cette partie-là, agrandir cette partie-là, on va voir la fin fond de filet. Le fond de filet, la voici. Le fond de filet, il doit être représenté aussi. Voilà le fond de filet. Il est représenté par deux traits. Bien sûr, ça c'est les traits de correspondance. On ne va pas les représenter comme ça. Mais on va enlever à la fin ces deux traits pour laisser seulement la représentation du fond du filet. Alors la fin, ou bien la limite du filetage, elle est représentée par un trait fort. D'accord? La représentation du fond du filet, elle commence de là jusque là. Et à la fin, on obtient ça. Donc, c'est ça la représentation correcte d'une vis. Alors, on passe maintenant, si on fait une autre vue. Par exemple, si je regarde la vis de ce côté-là, de la gauche, de la droite, ou bien de la gauche. Alors, comment je vais le représenter? Ça, c'est la représentation en vue de face.
Maintenant, un problème qui se pose, c'est je regarde la vis de la droite ou bien de la gauche. Je vais voir des cercles. Comment représenter ces cercles? Alors, vous avez le cercle de la tête, c'est celui-là, la tête de la vis. Vous avez le corps de la vis, c'est celui-là. Ça, c'est le chanfrein, le cercle des chanfreins. Et vous avez le fond de filet. Donc, le fond de filet, il est rentré dans la matière. La voici. La voici, je vais la représenter en très fin, mais n'est pas totalement représenté. Le cercle n'est pas totalement représenté. Il y a un quart qui n'est pas représenté, c'est-à-dire qui est supprimé. On va représenter seulement 3 quarts. Les 3 quarts du cercle. Et bien sûr, ça indique qu'il y a un filetage. Alors si je vois un dessin comme ça, je comprends bien que c'est un filetage. Maintenant, on va passer au taraudage, c'est-à-dire la réalisation du filetage interne. Alors ça, c'est seulement pour faire la différence entre extérieur et intérieur. Alors, si nous avons un filetage intérieur, on dit taraudage. Le filet est la partie ensaillée obtenue en creusant une rainure hélicoïdale. On va creuser dans la matière une rainure hélicoïdale. Ce filet est réalisé par la combinaison de 2 mouvements, la rotation du cylindre et la translation de l'outil. Alors, la même chose, on va voir la réalisation, comment réaliser un perçage et un taraudage pour avoir ça, et comment représenter ce taraudage. On va le représenter de cette façon. Je vais arriver pour vous montrer la procédure aussi. Alors, la même chose. On peut réaliser des taraudages par des tarots, comme nous avons fait avec la vis. La vis, on a réalisé des filetages par des filières. Maintenant, on va réaliser des filetages intérieurs, c'est-à-dire des taraudages par des tarots. Alors, l'outil, c'est ça. Ça, c'est l'outil d'ébauche, l'outil intermédiaire, l'outil de la finition. Et ces outils, ils sont manœuvrés ou bien manipulés par un tourne à gauche extensible. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment réaliser un taraudage. Voilà, la pièce, elle est coupée. Ça, c'est le résultat qu'on doit avoir à la fin de l'opération du taraudage. Voilà 2 choses qui se posent. Est-ce que le trou de perçage est borne ou bien est-ce qu'il est débouchant? Par exemple, ici, il est débouchant. Il est débouchant. C'est-à-dire, le trou, on peut l'avoir de ce côté-là et de ce côté-là. Par contre, là, on peut avoir des pièces qui possèdent des taraudages d'un seul côté, mais de l'autre côté, il est fermé. On dit qu'il est borne. Voilà. Alors, comment représenter les 2 cas? Voilà d'abord la procédure de réalisation. Il faut percer dans un premier temps avec un forêt de perçage. Le voici. Faire un perçage dans la pièce. Voilà. Donc l'outil de la machine qui s'appelle perceuse va percer la pièce et elle va exécuter un trou de perçage. Ça dépend, est-ce que c'est borne ou bien est-ce qu'il est débouchant. Alors, deuxième cas, est-ce que après on va faire le taraudage? On va ramener les tarots et exécuter l'opération du taraudage. Voilà le tarot. Et on va commencer à tarauder manuellement, petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du taraudage. Donc, de là jusque là. Puisque la pièce, elle est borne. Alors là, vous pouvez remarquer qu'elle est débouchant. Voilà l'exemple de réalisation.
le porte-filière, le tarot, c'est l'outil qui va tarauder la pièce percée. On va le monter sur le porte-filière et on va commencer à tarauder. Voilà. Alors, on commence à tarauder la pièce. Faire tourner le porte-filière jusqu'à ce qu'on creuse la matière à l'intérieur du perçage pour avoir une hélice hélicoïdale qui s'appelle le taraudage. D'autres procédés de réalisation, ça c'est manuel. On pourra avoir des machines, voilà, machine à commande numérique. Il fait automatiquement la réalisation du filetage intérieur, c'est-à-dire des taraudages. Vous voyez? Il fait creuser l'hélice à l'intérieur pour avoir un taraudage. La même chose, on peut avoir un tarot dans une machine à commande numérique qui peut faire l'opération du taraudage. Au lieu d'être manuel, il pourra être automatique. Maintenant, la représentation du taraudage. Alors, vous avez une pièce que vous voyez ici, taraudée. Alors, si on fait une coupe, on va voir ça. Alors, en vue de face, on va voir ce que vous voyez ici. Mais on ne va pas le représenter de cette façon. Alors, comment on va le représenter? On va le représenter comme ça. Voilà, les hachures, mais il n'y a pas de taraudage. Il y a seulement le perçage. Alors, comment on va représenter le taraudage? Alors, si on regarde bien cette zone-là, on va l'agrandir. Vous voyez le fond du filet, le perçage, ça c'est le trou de perçage au début. D'accord? La voici. Ça c'est avant le taraudage. Trou de perçage est représenté en très fort. Le fond de filet que vous voyez ici, doit être représenté ici, dans le dessin. Alors, on va le représenter d'un trait continu, fin. C'est le fond de filet. Alors, au début, on exécute un perçage avec un chanfrein, le taraudage. Ça, c'est pour le trou borne. Alors, avant, on a vu un trou débouchant. Le trou, il est débouchant. C'est-à-dire que pendant le perçage, l'outil va passer de cette surface jusque là. Il va traverser toute la pièce. Mais pour un trou borne, il faut faire un peu attention, c'est pas la même chose. Alors le trou borne, vous voyez, il y a la trace du forêt. Il va rester dans la pièce. Alors vous voyez ce qu'on va voir si on coupe la pièce. Regardez bien. Donc le sommet du forêt, il est resté dans la pièce comme empreinte. Il doit être représenté bien sûr dans le dessin. Alors voilà la pièce que vous avez ici avec le trou de perçage, la fin du taraudage, il est représenté en très fort, les fonds du filet avec un trait fin et les hachures. C'est-à-dire que la pièce elle est en coupe. Alors, remarquez bien, les hachures doivent traverser le trait fin. Les hachures, elles traversent le trait fin et elles s'arrêtent sur le trait fort. Ça, c'est un trait fort. Les hachures doivent traverser le trait fin du taraudage. C'est indispensable. Si vous ne faites pas ça, ça serait faute dans le dessin. C'est une erreur de dessin. Voilà. Fond de filet et hachures en trait fin. Maintenant, si on regarde la pièce par-dessus,
Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Le trou de perçage et le trou de taraudage. Il est creusé dans la matière et il est représenté par 3/4 du cercle. Si on rencontre ça dans un dessin technique, on comprend bien que ça, c'est un taraudage. Bien, maintenant, si la pièce, ou bien si le taraudage, il est caché. Il est caché, on ne le voit pas. Le cercle du perçage, et on va représenter les 3/4 du cercle du taraudage en trait interrompu fin. La même chose, si on regarde par vue de face, on revoit ça. La limite du taraudage et la trace des forêts. Maintenant, on passe à l'assemblage. Alors, vous voyez la vis qui possède un filetage, le très fort, le très fin. L'écrou, ou bien la pièce qui possède un taraudage, le très fort, le très fin. Alors, pour faire l'assemblage, on va voir ça. Vous allez remarquer que les traits de la vis, ils dominent les traits du taraudage. Alors, voilà une représentation 3D. D'accord? La vis, l'écrou. Bien sûr, le trou et les débouchants. Voilà en vue de face. Regardez bien, ça c'est le corps de la vis et vous avez le taraudage, d'accord, exécuté dans la pièce qui représente l'écrou. Alors comment on les représenter? Voilà. On représente premièrement la vis, totalement la vis, le reste on le complète des taraudages. Vous voyez, le très fin est devenu ici un très fort, puisqu'il y a de l'espace, on va représenter ça en très fort. C'est le trou de perçage. Et là, en très fin, c'est le taraudage. Et les hachures, comme vous voyez, elles traversent le très fin, mais pour la vis, elles s'arrêtent sur le très fort de la vis. Alors c'est très important cette représentation. C'est la représentation correcte, c'est que vous devez répéter et faire chaque fois. Bien. On passe maintenant à d'autres cas. Alors, vous avez la vis qu'on va assembler avec l'écrou ou bien avec un taraudage qui possède un trou du bouchon. On va avoir cette représentation. Alors, vous voyez, si la vis elle traverse totalement l'écrou, ou bien le trou de taraudage, alors on dessine la vis et après on dessine l'écrou. Pour le cas suivant, voilà. Si nous avons un trou borne, bien sûr la vis elle ne peut pas arriver jusqu'au bout, mais il va arriver en quelque sorte avant la fin du taraudage. La fin de la vis, la fin du taraudage, la fin du perçage. Alors retenez bien cette représentation. Alors si on fait une simulation, vous allez remarquer bien, lorsqu'on fait tourner la vis à une certaine longueur, il va rentrer dans le taraudage. Hop, et elle va s'arrêter avant la fin du taraudage. On passe à la cotation. Comment coter une pièce taraudée ou bien une pièce filetée? On va voir les deux. On commence par la cotation du filetage. Alors, ce qui est très important dans cette cotation, c'est le diamètre nominal que nous avons vu au début comme caractéristique d'assemblage. On la note par M20 et la longueur du filetage.
D'accord? Pour le taraudage, si le trou il est borne, il est 10 bouchons, vous allez coter cet diamètre nominal M20, c'est-à-dire diamètre de pas métrique 20. Alors si nous avons un trou qui est 10 bouchons, il est borne. Si nous avons un trou borne, alors vous avez ici la cotation de la longueur du taraudage, la cotation de la longueur du perçage, l'autre vue de gauche, on va coter par exemple le diamètre M20. Donc c'est pour cela on a dit au début il faut connaître les règles de cotation. Voilà, donc merci pour votre attention et à une séance prochaine, Inch'Allah.